La Grâce matinale, l'interview politique. Bonjour à tous, il est 9h et vous suivez l'interview politique de la Grâce matinale sur Fréquence Protestante. Notre invité du jour est le député Les Républicains du Lot, Aurélien Pradier. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre Avec invitation. plaisir. Après l'adoption de la motion de rejet, le gouvernement décide de convoquer une commission mixte paritaire sur le texte immigration issu du Sénat. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? Je pense qu'il faut que nous fassions attention à ne pas nous habituer à un mode dégradé de notre démocratie. Ça nous paraît presque évident qu'après une motion de rejet, qui est un échec cinglant pour le gouvernement, la seule solution, ce serait la convocation d'une commission mixte paritaire. Mais pas du tout. Il y avait d'autres solutions, notamment le fait de retirer le texte, de le revoir en profondeur et de reprendre la procédure parlementaire normale, c'est-à-dire nouveau débat à l'Assemblée nationale, nouveau débat au Sénat, puis ensuite éventuellement une commission mixte paritaire. Je le dis parce que j'ai le sentiment que l'on s'habitue à un mode de fonctionnement de notre démocratie qui n'est pas un mode habituel. La convocation immédiate de la commission mixte paritaire, moi je ne considère pas que ce soit une si bonne nouvelle que ça. Je pense que nous aurions pu avoir un débat approfondi à l'Assemblée nationale. La motion de rejet, ça fait partie des règles, des outils que nous avons, nous les parlementaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas débattre. Ça veut dire que le texte qui nous est proposé ne nous convient pas. Et que donc, on demande au gouvernement de revoir la copie. Mais pour vous, LR, la CMP est quand même favorable. C'est sur le texte issu du Sénat voté par vos sénateurs. Donc pourquoi vous n'êtes pas très favorable ? Mais vous avez raison, moi je suis heureux que nous puissions repartir sur les bases qui sont celles du texte du Sénat. Simplement, au-delà de regarder mon intérêt tactique, politique, je regarde aussi l'intérêt de notre démocratie. Et je trouve que nous avons tendance, un peu comme la grenouille qui s'habitue à la montée de la température, à depuis des mois et des mois considérer qu'au fond, une façon de faire qui soit démocratiquement altérée par rapport à ce que nous avons l'habitude de connaître, ce serait acceptable. C'est aussi mon devoir de député d'être autant attentif aux enjeux tactique, qui est que, en l'occurrence, je le souhaite pour l'intérêt du pays, ce soit le texte des sénateurs qui soit débattu et adopté, mais je souhaite aussi que notre démocratie fonctionne mieux, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous ne voterez pas un texte issu de la CMP ? Ah si, je voterai un texte issu de la CMP, tout dépend de ce qu'il y a dedans. La CMP, elle va rediscuter, mais comprenez bien ce que c'est que la CMP. 7 députés, 7 sénateurs enfermés dans une salle qui ne rendent de compte à personne pendant leur discussion, et un texte qui sort du chapeau. Bon, vous conviendrez quand même avec moi que même si c'est un outil de notre démocratie, c'est quand même pas l'outil le plus parfait. Et je trouve que ce gouvernement s'habitue beaucoup à des fonctionnements imparfaits de notre démocratie. Après cette motion de rejet, est-ce que vous pensez que nous sommes dans une crise politique aujourd'hui ? Évidemment, non seulement politique, mais aussi démocratique. La première des crises, c'est la crise de l'irresponsabilité politique. De qui ? Du gouvernement. Lorsqu'un gouvernement est battu par une motion de rejet préalable, il doit, au moins le ministre concerné, non seulement déposer sa démission, mais elle doit être acceptée par le président de la République. Moi, je ne veux pas de mal à Gérald Darmanin, mais simplement, vous ne pouvez pas être ministre de l'Intérieur aujourd'hui, après qu'une motion de rejet préalable vous ait sèchement battu, et garder une légitimité politique. Et vous voyez, là encore, on s'habitue à ça. Le gouvernement a été sauvé de la censure il y a quelques mois au moment des retraites, avec 9 petites voix d'avance. Et la Première ministre a crié à la victoire, en disant « j'ai gagné, c'est une victoire ». Enfin, pardon, mais notre démocratie est cul par-dessus tête depuis bien des mois, et je pense qu'il est temps qu'elle retrouve des repères. Parlant de Gérald Darmanin, le chef de l'État a salué le travail du locataire de la place Beauvau hier encore en Conseil des ministres. Il a également accusé les oppositions de former une alliance contre nature pour refuser le débat parlementaire. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Et ça s'appelle la démocratie. Il va falloir qu'Emmanuel Macron s'y fasse. La première réponse démocratique, c'est qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. C'est pas moi qui ai décidé de ne pas lui donner la majorité. C'est pas lui, ce sont les Français. Il va bien falloir que ce président de la République finisse par respecter les Français. Les Français n'ont pas voulu lui donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc vous appelez à une dissolution comme les autres opposants ? Je dis simplement que dans une démocratie, lorsqu'il y a une crise, et dans notre République, il y a 3 outils qui existent. C'est pas la peine d'aller inventer les rencontres de Saint-Denis, les grands débats, les bidules et les machins. Les 3 outils qui existent, c'est la motion de censure, qui renverse un gouvernement et qui donc permet de sortir par le haut d'une crise politique. Le gouvernement est aussi là pour jouer le rôle de fusible dans une démocratie. C'est la dissolution et c'est le référendum. Il faut à un moment ou à un autre que le président de la République accepte, ou nous les parlementaires, que nous acceptions d'utiliser un de ces 3 outils, parce que sinon, vous le voyez bien, on fait semblant que tout peut tenir jusqu'en 2027, on fait mine que notre démocratie va bien, que ça fonctionne bon an mal an, alors que profondément, elle est minée par un poison qui est celui de la perte de légitimité. Vous êtes prêt aujourd'hui en cas de dissolution ? Vous n'êtes pas réparti à la course ? Mais enfin, je suis député.
Vous ne craignez pas de perdre votre siège? Mais on craint toujours de perdre son siège. Mais enfin, si vous avez peur d'un ballon, vous ne jouez pas au football. Si vous avez peur des électeurs, vous ne faites pas de politique et vous n'êtes pas député. Si je suis député, c'est que j'accepte aussi le verdict des urnes. On ne peut pas en permanence rester planqué. On ne peut pas en permanence chercher à passer entre les gouttes. La démocratie, c'est aussi la confrontation avec les électeurs. Dois-je vous rappeler que des personnalités bien plus importantes que nous tous, le général de Gaulle s'était confronté à un référendum sur un sujet qui n'était pas un sujet absolument capital pour le pays, et il avait accepté de lier son sort à l'issue du référendum. Il perd le référendum, il aurait pu se maintenir, mais il ne se maintient pas, il démissionne. Parce qu'il considère que c'est aussi l'honneur de la politique d'accepter le verdict quand il est bon, mais aussi quand il est mauvais. Justement, sur l'immigration, Emmanuel Macron regrette l'absence d'Éric Ciotti aux rencontres de Saint-Denis, où ce sujet aurait pu être abordé. Est-ce que vous pensez que le président fait de la communication politique en rejetant la faute sur votre parti politique? Qu'est-ce que c'est que les rencontres de Saint-Denis? Pardon, mais moi je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Les affaires du pays, dans une démocratie, ne se règlent pas dans une réunion à huis clos, dont on ne sait rien, pour laquelle le président de la République dit qui veut inviter ou qui ne veut pas inviter. La démocratie, elle se règle au Parlement, elle se règle devant les Français. Enfin, vous voyez, au fur et à mesure, on se laisse engourdir par ces espèces de bidules, ces paillettes qu'on nous jette dans les yeux. Moi, la seule démocratie que je connais, c'est celle du Parlement. C'est celle des représentants des peuples, pas des représentants des partis politiques. Dans la Constitution de la République, les seuls qui représentent le peuple sont les députés. Point barre. Parce que cela n'empêche pas de discuter avec le chef de l'État directement. Mais on peut discuter. Simplement, ces bidules ne servent à rien. Il faut en revenir à l'épure de notre fonctionnement démocratique. Les lois se font au Parlement. C'est quand même pas fou de dire quelque chose pas comme ça. Les lois se font au Parlement. Les lois sont votées par les députés et par les sénateurs. Enfin, il va quand même falloir finir par s'en rappeler. On vous accuse souvent avec Olivier Marleix, le patron de votre groupe, de développer une haine viscérale contre Emmanuel Macron, de votre opposition jugée trop radicale. Est-ce le cas? Je n'ai aucune haine viscérale à l'égard d'Emmanuel Macron. Simplement, son projet politique n'est pas le mien. La manière qu'il a de mépriser les Français ne correspond pas à l'idée que je me fais de la présidence de la République. La manière qu'il a d'affaiblir la France sur la scène internationale ne correspond pas à ma vision de la société. Le rapport qu'il a à cette société fataliste, à cette mondialisation qui écrase beaucoup de nos convictions, beaucoup de nos valeurs, ce n'est pas ma vision de la société. J'ai quand même le droit d'avoir un désaccord politique avec Emmanuel Macron. On n'est pas obligé d'être ou dans le camp de Le Pen ou dans le camp de l'amour fou d'Emmanuel Macron. Son projet politique n'est pas le mien. Et j'assume donc de batailler pour que notre projet politique émerge. D'ailleurs, vous savez, il y a un piège évident. Lorsque vous effacez les clivages politiques, lorsque vous n'avez plus de droite et plus de gauche, lorsque vous vous jetez dans les bras d'Emmanuel Macron dans une espèce de grand rassemblement contre nature de tous les opportunistes possibles et imaginables, eh bien vous faites émerger l'extrême droite et l'extrême gauche. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'ont jamais été aussi forts que depuis que Emmanuel Macron a cherché à effacer la droite et la gauche. Être déterminé, intransigeant, c'est aujourd'hui devenu une vertu politique. Vous voyez bien qu'il n'y a pas un seul sujet dans notre pays qui n'impose pas que nous reprenions tout à la base. Et j'assume donc une forme de tempérament politique qui correspond aux tempêtes que nous avons à affronter. Sur l'immigration, quel compromis serez-vous prêt à faire? Parce que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée. Donc il faut forcément aller chercher des accords avec la majorité. Jusqu'où vous êtes prêt à céder quand même? Il y a une base qui est celle du texte tel qu'il est sorti du Sénat. Il n'est pas question de le ramollir. C'est très clair. C'est ça ou c'est rien. Et je sais que je passerai pour intransigeant. Mais vous croyez vraiment que sur les questions d'immigration, on peut continuer à faire des petits compromis? Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui nous sommes totalement au bout du système? Moi je pense que désormais ce qui est nécessaire c'est de retourner la table. Et si nous ne le faisons pas, non seulement nous nourrirons l'exaspération de nos concitoyens, nous continuerons à mettre en grande fragilité, peut-être même en danger notre pays, mais aussi nous ferons le jeu de Marine Le Pen. Et je ne le veux pas. Voilà pourquoi l'intransigeance que je porte et que je continuerai à porter sur ce texte d'immigration, elle ne variera pas. Et puis dans le texte du Sénat, il y a un sujet qu'il va falloir rediscuter en commission mixte paritaire, qui est la régularisation de tous ceux qui sont arrivés illégalement sur notre territoire dans les secteurs en tension. Je pense qu'on ouvre là une brèche qui va faire qu'on perdra encore un peu le contrôle. Et il faut donc qu'en commission mixte paritaire, nous soyons capables de durcir cette mesure-là. Si ce texte-là sort de la commission mixte paritaire, avec la correction nécessaire par rapport au ramollissement qu'a pu subir le Sénat il y a quelques mois, alors je voterai le texte. Mais oui, je vous le dis, j'assume une forme d'intransigeance parce que les sujets sont trop graves pour être ramollis. Est-ce que vous pensez réellement que cette CMP-là sera conclusive? Elle peut l'être.
Tout dépend de ce que le gouvernement a l'intention de faire. Gérald Darmanin nous fait des leçons, mais enfin c'est extraordinaire. Alors, au Sénat, il a expliqué qu'il était tout à fait d'accord avec la suppression de l'aide médicale d'État. Et arrivé à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il était tout à fait d'accord avec le rétablissement de l'aide médicale d'État. Bien, je vais vous le dire un peu brutalement. Il a annoncé un projet de loi autonome. Oui, mais enfin, mais tout ça, ça suffit, c'est insupportable. On n'est pas dans une période où tout va bien. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de balle des hypocrites, pour ne pas dire autre chose, qui en permanence prennent les Français pour des imbéciles. Maintenant, les affaires sont devenues trop sérieuses. Et je le dis vraiment sans acrimonie à l'égard de qui que ce soit, mais rendez-vous compte, notre pays fait face à une menace terroriste sans précédent. Nous avons une crise migratoire dont tout le monde, quoi qu'il passe de la question de l'immigration, ne peut pas contester la gravité aujourd'hui. On a perdu le contrôle sur tout. On va arrêter de se distraire? On va arrêter de jouer la petite politicaille? L'intransigeance, c'est la seule manière de servir l'intérêt général du pays aujourd'hui. Mais sur la question de l'immigration, est-ce que ce n'est pas la faute de l'Europe réellement avec les traités et autres? Est-ce que ce projet de loi, même porté par vos sénateurs, aurait pu répondre à la crise aujourd'hui, sachant qu'on a des directives européennes qui peuvent à chaque fois s'opposer à certaines décisions assez radicales qu'on peut retrouver dans le texte voté par les sénateurs? C'est une très bonne question que vous posez. Et c'est d'ailleurs pour cela que moi, dès le début, j'ai dit, y compris à mes amis sénateurs, qu'il ne fallait pas mentir aux Français. Nous avons demandé une réforme de la Constitution. Elle a été refusée à l'Assemblée nationale par les députés macronistes notamment. J'ai regretté que les sénateurs ne défendent pas ce texte. Ils l'ont retiré cette semaine au Sénat pour éviter d'être battus lors de l'examen. On aurait dû le maintenir. Quand on est responsable politique, on n'a pas peur d'aller jusqu'au débat. Moi, j'ai regretté ça. Parce que, vous avez raison, si nous ne transformons pas la Constitution, alors nous ne reprendrons pas en main les choses. Et si nous mentons une nouvelle fois aux Français, ils ne nous le pardonneront pas. Sûrement qu'il faut continuer à mener cette bataille de la réforme de la Constitution, de la reprise en main sur une partie du droit européen, de notre droit national. Ça ne veut pas dire sortir de l'Europe, ça ne veut évidemment pas dire sortir des traités européens, mais simplement dire que la Constitution de la République est supérieure à la jurisprudence des magistrats qui font le droit européen en grande partie. Voilà, tout cela, il va falloir y venir. Et si nous ne le faisons pas, vous avez raison que nous irons de pansement sur une jambe de bois en pansement sur une jambe de bois. Aurélien Pradier, vous avez été élu sur une terre de gauche. Qu'est-ce que vos électeurs, vos administrés vous disent lorsqu'ils vous rencontrent concernant la régularisation des travailleurs dans les métiers dits en tension? Qu'est-ce qui ressort de vos échanges? D'abord, j'essaie de ne pas toujours être à la... soumis à ce que j'entends. J'essaie aussi de dire aux électeurs ce que je pense. Tout ça contribue à faire aussi l'opinion publique. Oui, bien sûr, vous avez raison. L'un va avec l'autre. Mais je n'ai pas les yeux rivés sur les sondages et sur ce qui peut émerger ici ou là. Sur la question des secteurs en tension, ma position elle est très claire. Évidemment que nous ne refusons pas que dans des secteurs en tension, comme d'ailleurs dans des secteurs qui ne sont pas en tension, des femmes et des hommes qui veulent venir travailler, qui s'impliquent dans notre société, qui s'y intègrent, puissent y trouver leur place. C'est ce qui a fait la grandeur de la France depuis quasiment la nuit des temps. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il n'est pas possible de mettre dans la loi un droit quasi automatique et systématique, opposable à la régularisation quand vous êtes dans un secteur en tension. Vous comprenez bien le problème. Le problème, c'est que demain, nous allons dire aux yeux du monde, si vous venez en France, illégalement, c'est-à-dire en contournant toutes les lois de la République, et que vous êtes recruté dans un secteur en tension, alors nous effacerons toutes les légalités de votre arrivée. C'est pas possible. Il faut arriver dans des conditions légales. Ces conditions légales doivent vous permettre de travailler. Mais c'est le chemin normal. Le chemin de l'illégalité, ce n'est pas un chemin qui permet l'intégration dans notre pays. Revenons sur la motion de recherche. Comment la décision a été arrêtée au sein de votre groupe? Je rappelle que 2 élus de votre camp ont voté contre, tandis que 10 se sont abstenus. Comment vous expliquez cette absence d'unanimité? D'humanité, non. D'unanimité, peut-être. C'est lapsus. Sur la question de l'unanimité, c'est assez fréquent. Alors d'abord, c'est fréquent depuis quelques temps. On a été habitué à pire, si vous me permettez de le dire. On vous a nommé le groupe des 62 auto-entrepreneurs. Oui. Mais au fond, il y a 2 raisons assez fondamentales à cela. D'abord, les députés, les Républicains, nous ne sommes pas des Playmobil. Nous n'avons pas été élus avec la tête d'Emmanuel Macron à côté de nous. Nous sommes tous assez indépendants parce que notre élection en 2017, pour certains d'entre nous, et en 2022, ont été des élections très personnelles. Moi-même, je suis élu dans une terre qui politiquement est très difficile. Si je suis élu avec plus de 64% des voix, c'est aussi parce qu'il y a une relation de confiance personnelle. Ça, c'est le propre aussi d'un député.
Et d'ailleurs, je pense que c'est comme cela que la députation doit s'entendre. Nous ne sommes pas à la merci de partis politiques. Nous sommes aussi indépendants. Mais il faut une cohérence quand même, vous êtes d'accord? C'est ça Bien le sûr. propre d'un groupe politique. Bien sûr, mais un groupe politique, ce n'est pas une caserne. Et nous nous assumons chez les Républicains de ne pas être une caserne comme d'autres peuvent l'être. Marine Le Pen a annoncé le dépôt de sa proposition de loi sur l'immigration qu'elle veut transpartisane. Serez-vous prêt à la voter? Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce texte-là, d'une part, et d'autre part, je n'ai aucune sympathie politique et idéologique pour Marine Le Pen. Moi, je ne suis pas là pour devenir l'arrière-boutique ni de Le Pen ni de Macron. Je suis là pour tracer un chemin qui est celui de la droite républicaine. Et donc, je n'irai pas servir la soupe ni aux uns ni aux autres. Donc, que répondez-vous à Gérald Darmanin qui vous accuse d'être la béquille de l'extrême droite en votant cette motion de rejet alors? Je n'ai aucune leçon d'honneur, de fierté ou de morale à recevoir de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, je l'ai connu expliquant que Emmanuel Macron était l'incarnation du vide. Je l'ai connu critiquant, plus encore que je ne le fais, Emmanuel Macron pour ensuite en devenir son ministre soumis. Ça suffit. Voilà. Les leçons de morale de ceux qui dégoulinent d'immoralité politique, je n'en reçois pas une seule seconde. Vous avez été reçu à déjeuner à Beauvau, à l'instar de vos collègues, lors des échanges préparatoires de ce projet de loi? Non, je n'ai pas déjeuné à Beauvau et je n'en avais pas le besoin. J'ai parlé avec Gérald Darmanin du sujet, on a échangé, je n'ai pas de problème à échanger avec lui, je lui ai dit y compris mon opposition et depuis le début, il sait quelle sera ma position finale. Il connaît mon intransigeance. Vous savez, quand vous n'avez pas la réputation d'être facile à draguer, vous êtes beaucoup moins dragué que les autres et ça me fait gagner du temps. Parlons à présent de votre ouvrage Tenez bon que vous publiez chez Bouquin. D'où vous est venue cette envie d'écrire et publier un livre maintenant? C'est une conviction qui a été portée par mon éditeur. J'avoue avoir hésité au départ parce que je me suis bien dit que à mon jeune âge, on allait encore expliquer que j'avais la tête qui gonflait et que je commençais trop tôt à écrire des livres. Mais je me suis rendu compte que, en fait, mon parcours était allé très vite. J'ai un parcours qui est assez atypique. Je viens d'un milieu qui n'était pas un milieu politique. Et quand je suis arrivé sur la scène politique, les Français ne me connaissaient pas. Ils me connaissent un peu plus maintenant, pas tellement, mais je leur ai jamais raconté mon histoire. Et en fait, tout ce que je porte de conviction, de colère, de qualité et de défaut vient aussi de ce parcours singulier que je peux avoir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire. Et puis, j'ai voulu l'écrire parce qu'il y a des sujets qui dépassent la politique. En fait, c'est un livre qui n'est pas vraiment un livre politique, c'est un livre personnel. Je voulais remercier tous ceux qui m'avaient accompagné, je voulais parler de ma foi, je voulais parler de la vie, je voulais parler de la mort, je voulais parler de mon père. En fait, de sujets qui sont des sujets qui dépassent largement la politique. Vous parlez de votre enfance dans votre ouvrage. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous engager dans la politique? Qui ont été vos modèles au sein de la classe politique à l'époque? Je n'ai pas grandi dans une famille qui faisait de la politique. Je n'ai pas fait de longues études, je suis parti très vite de la fac dès que j'ai pu m'échapper. Donc je ne peux pas dire que j'ai été culturellement acclimaté à des admirations politiques. Chirac était dans le paysage. Je l'admirais, enfin je l'aimais en fait. C'était très irrationnel. Mais moi je pense que la politique, elle vous embarque aussi par l'affection que vous pouvez avoir humaine pour des personnages. C'était donc Chirac. Mais ça a été aussi Joseph Kessel, ça a été aussi Simone Veil. Tous ces personnages qui flottaient un peu dans mon environnement imaginaire à cette époque. Et puis en fait, la politique, elle s'est faite par mon père, qui ne faisait pas de politique, mais qui a connu beaucoup d'épreuves de la vie. Et tout ça m'a donné une volonté, une rage sûrement assez forte, qui m'a poussé vers la politique, parce que c'était pour moi la seule manière de changer les choses. Voilà, c'est tout ça que je raconte dans le livre, en fait, comment un gamin du Lot, qui avait aucune raison de devenir député, l'est devenu, et comment dans ce parcours-là, j'ai croisé des valeurs et des moments qui m'ont forgé. Quand vous êtes élu député pour la première fois sur une tête de gauche, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment précis-là? D'abord, il y a une surprise parce que personne ne pariait un copec sur mon élection. Et donc, je vois bien à ce moment-là que presque 15 ans d'engagement politique, puisque j'étais maire avant, je gagne ma première campagne électorale en mobilette à 21 ans face à mon instituteur, que tout ça finit par porter ses fruits. Je me dis qu'il n'y a pas de fatalité. Alors que tout le monde m'avait dit, que je l'avais vécu moi personnellement par la maladie de mon père, je m'étais dit au fond il y a une forme de fatalité dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, on n'a pas de contrôle. Et à ce moment-là je me dis en fait non, il y a des choses impossibles qui deviennent possibles. Et puis je mesure la confiance aussi de mes électeurs à ce moment-là. Quand vous avez la confiance de ceux qui pensent la même chose que vous, c'est important. Mais quand en plus vous avez la confiance de ceux qui naturellement ne pensent pas la même chose que vous, c'est un cap supplémentaire. Et donc je me sens à ce moment-là très responsable aussi de ne pas trahir la confiance de
de ces électeurs qui parfois sont venus de loin pour m'accorder leur vote. Dans votre ouvrage, vous revenez longtemps sur un moment qui a marqué votre vie parlementaire. Il s'agit de la réforme des retraites. Avec votre ferme opposition à cette réforme, vous avez été traité de tous les noms, opportuniste, frondeur, carriériste, narcissique. Comment avez-vous vécu tout ça? Bon, on s'y fait. Enfin, je ne sais pas si on s'y fait en réalité, mais enfin, on les prend. C'est vrai que j'ai eu droit à peu près à tous les qualificatifs. Hein. Et c'est même à ce moment-là que certains se sont dit, en fait, il fait tout ça parce qu'il est candidat à la présidentielle. Je finis par leur dire qu'ils avaient eux-mêmes des idées que je n'avais pas moi-même. Mais si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce que, au fond, et je le dis dans le livre, ce que j'ai défendu, c'est pas mon parcours, c'est pas ma carrière. Ce que j'ai défendu, c'était une idée simple qui était les carrières longues. Ça paraît être un détail, mais ça n'en est pas un. L'idée que celui qui a commencé à travailler tôt ne doit pas être puni, qu'il doit être récompensé de son effort, que celui dont le métier est souvent physiquement le plus difficile ne doit pas être poussé jusqu'à l'épuisement, qu'il doit aussi pouvoir dignement prendre sa retraite. Et tous les visages que j'ai croisés pendant cette période-là, qui m'ont beaucoup étonné, de femmes et d'hommes que je ne connaissais pas, qui venaient me voir et qui me disaient justement, c'est pour ça que ce livre porte le titre de Tenir bon, qui me disaient, mais tenez bon, monsieur le député, parce qu'on a le sentiment que vous nous défendez. Souvent, ils prenaient de mes nouvelles. Je me souviens à l'aéroport un jour, une dame qui vient me voir en me demandant comment je vais. Comme si ce que je faisais était quelque chose de tellement difficile. En fait, à ce moment-là, il y a une forme de partage et de communion aussi avec une partie de ces Français humbles et travailleurs. Et donc, je suis très fier de l'avoir fait, quels que soient les petits colibés des frustrés et des jaloux que j'ai pu recevoir. Et c'est à ce moment-là, de retour à l'aéroport, que vous apprenez que vous avez été éjecté de votre siège de vice-président par Éric Ciotti. Vous l'avez même appris par une laconique dépêche de l'AFP. Est-ce que vous lui en voulez encore aujourd'hui? Non, j'ai un problème, c'est que je ne suis pas rancunier. Et d'ailleurs, je pense que ça finira par me jouer des tours. Je me souviens très bien, je note avec précision, mais je ne suis pas rancunier. Quels sont vos rapports? On se reparle progressivement. Vous savez, la confiance est quelque chose que j'ai du mal à installer. Et une fois qu'elle s'est échappée, j'ai du mal à la reconstruire. Mais c'est parce que je respecte les hommes et les femmes. Si la confiance était pour moi quelque chose de léger, je ne mettrais pas autant de temps à la rebâtir. Ça a été violent parce qu'en fait, je considérais que c'était injuste et que c'était une erreur politique. Puisqu'à ce moment-là, je pense que nous sommes quelques-uns à nous être opposés au gouvernement, à nous être opposés à cette réforme injuste, à avoir finalement un peu sauvé l'honneur de la droite populaire. Et peut-être qu'avec du recul, ceux qui nous en ont beaucoup voulu se rendent compte aujourd'hui que nous avons sauvé ce qui est resté d'une droite populaire. Est-ce que vous avez songé à quitter les Républicains une seconde? Ça a dû me traverser l'esprit parce que quand vous prenez cela dans la figure, qu'en plus c'est fait avec assez peu d'élégance, ça montre une forme d'irrespect, de mépris même. Et donc oui, il y a forcément un moment où vous dites, bon ben voilà, je vais claquer la porte. Et si j'avais fait cela, je pense que j'aurais commis la plus grosse erreur. Peut-être même que c'est ce que certains attendaient, en disant au fond... ce petit député immature, élu du Lot, il partira et puis disparaîtra. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, c'était, je le dis sur votre antenne, c'était un moment d'épreuve qui forgeait. Et que pour se construire dans la vie, il ne faut pas contourner les épreuves. Est-ce que vous êtes fier de votre famille politique aujourd'hui, un an après l'accession d'Éric Ciotti à la tête du parti? Fier... Je ne sais pas très bien ressentir la fierté, mais notre famille politique ne va pas bien. Si nous allions bien, ça se saurait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a fait moins de 5% à la dernière élection présidentielle. On ne passe pas de moins de 5% à 50% en claquant des doigts et en faisant un numéro de claquette. Il va falloir beaucoup plus que ça. Parlant d'élection présidentielle, est-ce que Laurent Wauquiez peut ramener les Républicains au pouvoir en 2027? Ça dépend de lui et ça dépend des Français. Il semble s'y préparer avec méthode, ce qui est déjà beaucoup. Moi, je pense que le fait qu'il ne parle pas en permanence, qu'il ne court pas les plateaux de télé pour dire tout et n'importe quoi, n'est pas une si mauvaise nouvelle. Il y a un chapitre du livre qui s'appelle « Le temps long », dans lequel je redis la nécessité pour la parole politique de retrouver du calme, de retrouver de la force aussi, mais de retrouver de la rareté. Moi, je ne supporte plus cette espèce de noyade permanente que nous avons dans le tout et le n'importe quoi. Et donc oui, il se prépare. Quant à savoir s'il y réussira et si la manière dont il se prépare est la bonne, tout cela on le jugera à la fin de l'histoire. Et pourquoi pas vous?
Parce que le temps est long. 2027, c'est long. Hein. Oui, 2027, c'est loin. Et l'étape d'après est encore plus loin. Mais je crois en une notion qui va me faire passer pour un illuminé, mais c'est pas très grave, qui est celle du destin. Alors, le destin, c'est pas l'idée de croire en son étoile et de se sentir un héros surhomme. C'est cette idée que on peut tracer un chemin si on prend le temps nécessaire, si on passe les étapes les unes après les autres, et si on est constant. Une parole de l'Évangile que vous connaissez sûrement qui dit « la constance fait l'espérance ». Eh bien, moi, je crois que c'est cela. La constance, ça ne peut pas se faire en 6 mois. Ça se fait sur le temps long. Pour l'instant, entre la Macronie et Marine Le Pen, vous tenez bon. Voilà, merci Aurélien Pradié. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains du Lot. Vous publiez « Tenez bon » chez Bouquin. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Je vous dis à très bientôt.